Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents pour cet événement du 21 juin, en plein été et en pleine chaleur, qui portera sur les technologies blockchain et confiance numérique. Et s'agit-il d'une alliance parfaite? Pour réussir cet événement, nous avons sollicité 3 intervenants qui sont Monsieur Cédric Baudet, professeur ordinaire responsable de la filière B des sciences HESSO en informatique de gestion, également Monsieur Xavier Baumgartner, responsable des projets digitaux République et Canton du Jura, et Fabrice Villemin, architecte logiciel, également de la République et Canton du Jura. Je remercie ces 3 messieurs de s'être rendus disponibles pour cet événement. Je remercie, avant de donner directement la parole à Monsieur Baudet, je remercie nos sponsors, toujours présents, toujours fidèles, toujours plein de confiance et avec qui nous pouvons avancer et organiser les événements tels que celui d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je propose que nous entrions directement dans le vif du sujet et je passe tout de suite la parole à Monsieur Baudet. Monsieur, c'est à vous. Merci, Madame, pour cette introduction. Alors, je me réjouis déjà d'avoir été invité pour vous parler des technologies blockchain. Donc, on va commencer par dresser quelques grandes généralités sur qu'est-ce que les technologies blockchain. Donc, pour cela, je vais vous partager, bien entendu, quelques slides. Alors, là, on va changer d'écran. Vous partagez un écran et normalement, vous devriez voir le titre de la présentation que j'ai appelé un panorama des technologies blockchain. C'est OK, ça roule. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je vais un peu perdre le contact visuel avec vous parce que j'ai plusieurs écrans, comme tous les informaticiens. Et l'idée de cette présentation, ce n'est pas de rentrer dans le détail, d'ouvrir le capot de la blockchain, des technologies blockchain, mais plutôt de vous exposer en quoi ces technologies sont multiples, en quoi elles sont intéressantes pour les entreprises et en quoi elles peuvent amener de la confiance. Et nous continuerons ensuite cette discussion avec nos collègues du Jura. Avant de parler de technologie blockchain, j'aimerais quand même vous exposer quelques éléments, étant donné que c'est une technologie qui peut potentiellement sembler assez récente. Donc, on est dans une logique de veille technologique. Quand on est en entreprise ou quand on est à l'État ou quand on est dans le domaine informatique, on va regarder les technologies qui émergent et pour cela, on peut, par exemple, s'appuyer sur des coupures de presse. Par exemple, des coupures de presse spécialisées. On a en Suisse des bons journaux informatiques comme ICT Journal. On peut aussi s'appuyer sur l'analyse de différents brevets. Vous savez peut-être que la Suisse est un des champions mondiaux du dépôt de brevets, donc on peut tout à fait voir les technologies qui sont en train d'émerger de nos écoles universitaires. On peut s'appuyer aussi sur les articles scientifiques. Alors, naturellement, le degré d'accès à ces articles peut être un petit peu ardu, parce que c'est écrit dans un langage spécifique aux chercheurs et aux spécialistes du domaine, mais ça peut vous donner quelques pistes de réflexion. Le monde académique, bien entendu, essaye de s'approprier les technologies et prendre du recul par rapport à des grandes tendances qui pourraient être potentiellement que des tendances éphémères. Et puis, in fine, on a des cabinets d'audit qui nous donnent des outils à disposition pour faire des évaluations technologiques. Alors, je vais me concentrer un peu plus sur ces cabinets d'audit qui sont très pragmatiques et je vais vous partager quelques constats en parcourant peut-être un outil que vous connaissez, qui est le Hype Cycle de l'entreprise Gartner, qui est naturellement, comme tous les modèles, un modèle simpliste, mais un modèle qui peut potentiellement être intéressant pour voir où se situe une technologie au niveau du temps. Donc, vous avez, comme tous les économistes, on met toujours 2 axes. Donc, d'abord le temps et ensuite le niveau, on va dire, d'attente par rapport à une technologie. Le Hype Cycle nous expose le fait qu'on a d'abord ce qu'on appelle un trigger d'innovation, un innovation trigger, qui est en l'occurrence le lancement de nouvelles technologies. Donc, on va voir un exemple concret avec des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. Une fois que ces technologies sont lancées, il y a des attentes qui peuvent paraître potentiellement exagérées par rapport au marché. Donc, on a des startups qui se lancent, on essaie de commercialiser des produits et généralement,
pas naturellement toujours généralisé, mais il y a un gouffre, et ce gouffre, il s'appelle le gouffre des désillusions. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces technologies ne répondent pas tout à fait à nos besoins, on a imaginé quelque chose d'autre. Ensuite, les technologies passent plutôt par une pente qui va vers l'illumination, ça veut dire que certaines technologies continuent à vivre, vont être améliorées, passent en version 2 et commencent à être commercialisées jusqu'à ce qu'on appelle un plateau de productivité. Alors, quelques exemples, et ensuite je vais arriver sur la blockchain. Je vous ai mis le Hype Cycle de 2021 de Gartner, parce que celui de 2022 n'est pas encore disponible, il sort à la fin de l'été. Donc, on voit qu'il y a en l'occurrence assez de technologies qui peuvent être potentiellement en train d'émerger. Je vous ai mis bien entendu des technologies plutôt dans le domaine de l'informatique. On voit qu'on a des notions de cloud, d'intelligence artificielle, de machine learning en s'appuyant sur des technologies quantum. On voit qu'on a des systèmes de réalité augmentée, mais orientée logicielle, etc., etc. Au-delà de ces technologies, on voit quand même que dans ces technologies, il y a quelques éléments dont le nom pourrait sonner un peu dans le domaine de la blockchain. Vous avez une technologie, si vous voyez ma souris qui bouge, qui s'appelle Non-Funging Tokens, qui là est orientée vers quelque chose de très clairement blockchain. C'est une des technologies blockchain. Cette technologie, elle était au niveau des attentes extrêmement poussée il y a une année. Aujourd'hui, cette technologie est plutôt déjà, et elle est très vite, et plutôt quasiment au niveau de la productivité. Si je zoome un peu sur les technologies blockchain, avant de vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, eh bien, je vous parle bien des technologies blockchain. La blockchain n'est pas un seul élément, mais un ensemble de technologies. Parmi les technologies qui aujourd'hui sont adoptées par le marché, vous pouvez reconnaître par exemple les monnaies crypto, donc tout ce qui est cryptocurrencies, qui est aujourd'hui accepté. Je ne rentre bien entendu pas du tout sur le débat du fait est-ce qu'il faut investir des crypto-monnaies, même si je suis prof de gestion, mais est-ce qu'il faut investir sur les crypto-monnaies ou pas? Toujours est-il que il y a certaines personnes qui ont investi au bon moment et qui aujourd'hui sont relativement tranquilles. Autre élément qui aujourd'hui, on va dire, arrive à une certaine productivité, c'est tout ce qui est wallet au niveau des blockchains. Donc, c'est des porte-monnaies pour stocker des éléments de la blockchain ou les applications décentralisées. Il y a aussi des technologies qui commencent à décevoir. Par exemple, les smart contracts. On verra un peu plus tard ce qu'est un smart contract, mais on voit qu'entre ce qu'on imaginait sur les smart contracts et ce que l'on peut en faire très concrètement, il y a un décalage et plutôt un rejet aujourd'hui du marché. Bien entendu, cette technologie va soit complètement disparaître, je n'y crois pas, ou alors elle va s'améliorer et arriver à une certaine productivité. D'autres éléments, hein, les stablecoins, les justement non-funging tokens, les NFT, dont vous avez peut-être beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Et puis, on a tout ce qui est les oracles, en fait, l'analyse des smart contracts pour les déclencher, le web décentralisé, etc., etc. Si j'avance encore sur les technologies blockchain et qu'est-ce que c'est un peu plus en détail. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être un spécialiste de technologie blockchain. Par ailleurs, je n'ai jamais rencontré un spécialiste de technologie blockchain qui se dit être spécialiste des technologies blockchain. Il y a une espèce d'humilité comme ça dans le domaine de la blockchain, ça va tellement vite et c'est relativement compliqué qu'on pense qu'on ne connaît pas tout. Donc, je vais essayer de vous exposer les fondements de qu'est-ce qu'une blockchain, de façon naturellement très simplifiée. Et puis, je pourrais vous donner des explications plus détaillées par la suite dans les différentes questions. Alors, il faut savoir que la blockchain a été lancée environ en 2008 par une crypto-monnaie dont vous avez beaucoup entendu parler, cette fois j'en suis sûr, c'est une affirmation qui est la crypto-monnaie Bitcoin. Cette blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors, elle a deux utilités.
c'est une technologie de stockage, première utilité. Deuxième utilité, c'est une technologie de transmission. Alors, de stockage et de transmission de quoi? Eh bien, de données. C'est une technologie de stockage et de transmission de données. Elle a quelques caractéristiques, cette blockchain, qui la différencie, on va dire, d'un fichier standard, qui la différencie d'une base de données centralisée ou distribuée par ailleurs. Une blockchain est avant tout immuable. Cette première, on va dire, propriété fait que la blockchain ne peut pas être modifiée. Quand vous inscrivez quelque chose dans la blockchain, on ne peut pas modifier les informations qui sont contenues dans la blockchain. La blockchain est réputée pour être transparente. Et on vous parlera, avec mes collègues du canton du Jura, de ce que l'on a appelé un certain paradoxe de la transparence des technologies blockchain dans quelques minutes. Alors pourquoi elle est transparente? Parce qu'on peut simplement aller voir le contenu d'une blockchain. On ne cache pas le contenu d'une blockchain. Une blockchain est sécurisée. Alors on verra pourquoi, mais elle est sécurisée tout simplement parce qu'elle s'appuie sur des éléments de cryptographie de données et une blockchain est distribuée. Distribuée comment? Eh bien, pour faire relativement simple, vous avez différentes architectures informatiques. Il y a des architectures très centralisées. Vous pouvez prendre par exemple une base de données et des postes clients qui vont se connecter directement vers cette base de données, ou vous pouvez avoir des technologies beaucoup plus explosées, éclatées. Et la technologie blockchain s'appuie sur un réseau qu'on appelle peer-to-peer, qui date un peu, hein, mais qui fait qu'un ordinateur ou un serveur, hein, une machine informatique, se connecte à une autre, qui se connecte à une autre, etc. Et ça forme un réseau, un graphe d'éléments, et on va dire d'éléments informatiques. Pourquoi on l'appelait la blockchain? Simplement parce qu'une blockchain est constituée de blocs. Dans chaque bloc, là j'ai repris une image de Blockchain France qui explique très bien les technologies blockchain. Vous avez le bloc 46, 47, 48 et 49. Bien entendu, c'est simplifié. Dans un bloc, il y a quoi? Il y a des data. Je vous ai dit que c'était d'abord et avant tout une technologie de stockage de données. On verra après comment il y a des transactions aussi et comment on peut, bien entendu, essayer de transmettre ces données. Chaque bloc contient donc des données. Et chaque bloc contient un hachage cryptographique qui sert d'identificateur au bloc qui le précède. Un peu comme si vous avez fait de l'algorithmique dans votre vie, les fameuses listes chaînées que l'on a peut-être appris à coder à l'époque. Donc vous avez un bloc avec un autre bloc derrière qui référence le bloc précédent. Et le suivant référence le bloc précédent. Et le suivant référence le bloc précédent, avec des éléments de crypto entre les blocs pour faire le lien, les liaisons interblocs. Ça, c'est le fonctionnement très simplifié, bien entendu, d'une blockchain. Cette blockchain, eh bien, je vous ai dit qu'elle permet aussi de faire des transactions, de transférer des informations, des données, plus que des informations, on va dire des données. Alors encore, sur Blockchain France, vous allez retrouver des informations extrêmement intéressantes sur le fonctionnement de la blockchain. Mais globalement, comment ça fonctionne? On a une transaction A, une personne A, qui veut effectuer une transaction vers une personne B. Donc tout en haut de mon écran, vous avez une personne A, tout en bas, vous avez la personne qui attend la transaction et qui va donc recevoir la transaction de la personne A. Eh bien, cette transaction, elle va être lancée et on va regrouper plusieurs transactions à l'intérieur d'un bloc. Ce bloc doit être validé par les nœuds du réseau peer-to-peer au moyen de techniques crypto. Chaque bloc est ajouté et daté, hein, on appelle ça un horodatage, et ajouté à la chaîne de blocs, donc à la blockchain, à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Donc on peut aller voir quelles sont les informations qui étaient précédentes dans la blockchain. Voilà, pour faire très simple, comment on transmet de l'information dans une chaîne de blocs. Alors, derrière, il y a quelques notions. Pour que ces nœuds puissent être validés, il y a un nom dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle des mineurs qui vont valider des nœuds avec des techniques d'analyse de ce qu'on appelle un puzzle cryptographique, et c'est ce qu'on appelle un proof of work
au niveau de la blockchain, ou on va dire dans la première version de la blockchain. Aujourd'hui, il y a d'autres versions de blockchain qui n'utilisent pas tout à fait les mêmes technologies. Si je résume, eh bien, on a vu qu'on a, selon Gartner, une arrivée massive de technologies blockchain, et d'ailleurs, même dans l'ensemble des technologies du domaine de l'information et de la télécommunication, on voit que les technologies blockchain sont en train d'arriver et d'inonder le marché. On en parle beaucoup, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui perdent de l'argent. On voit que c'est utilisé pour des crypto-monnaies, mais pas seulement. Il y a d'autres utilités dans l'usage des blockchains. Donc c'est quelque chose qui semble, de prime abord, relativement récent. Et bien entendu, quelque chose de récent, on n'y fait pas forcément confiance. Et on va peut-être arriver vers les notions de confiance que l'on va détailler un peu plus tard. Maintenant, ne pas faire confiance à une technologie blockchain, c'est peut-être aussi ne pas bien comprendre la technologie blockchain. Parce que les technologies blockchain s'appuient sur des fondements qui, eux, ne sont pas nouveaux. Donc, on va dire qu'avant le Bitcoin, il y a eu une préhistoire, allez, depuis les années 50, et là, j'ai trouvé un graphique depuis les années 70, qui nous amène quelques éléments nécessaires au fonctionnement de la blockchain. Sans ces éléments, la blockchain ne pourrait pas fonctionner. Par exemple, tout ce qui est clés de cryptographie avec les clés RSA, ce qui est naturellement les technologies web. Donc voilà, il y a un ensemble d'éléments, aussi les algorithmes de Merkle, il y a un ensemble d'éléments qui fait que la blockchain s'appuie sur des fondements extrêmement solides. Il y a aussi les réseaux peer-to-peer que vous connaissez peut-être depuis les BitTorrent et puis ce genre de technologies qui nous permettaient d'aller prendre des vidéos de façon plus ou moins légale sur Internet. Pourquoi je parle des technologies blockchain? Il y a bien entendu ce bloc, on va dire cet ensemble de blocs que l'on appelle la blockchain, mais aujourd'hui je préfère parler des technologies blockchain parce que c'est un ensemble de technologies qui s'appuient sur ces fameux blocs. Les crypto-monnaies font partie des technologies blockchain. Les NFT dont je vous ai déjà parlé sont des jetons qui vous permettent ou qui s'appuient sur les technologies blockchain. Alors les NFT, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler très dernièrement, c'est des petits codes, on va dire des petits codes, des petits jetons qui vous permettent de prouver que vous êtes propriétaire d'une œuvre, et non pas une œuvre d'art majeure, mais une œuvre électronique. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, et on va simplement marquer un droit de propriété à l'aide de ces tokens, de ces jetons, pour marquer, en fait, on va dire votre droit et votre propriété. Alors, on voit que je parle de droit, je parle de propriété, et c'est bien pour ça que les technologies blockchain sont extrêmement suivies par nos collègues du domaine du droit, qui, eux, essayent de comprendre comment le droit est en train de basculer, de changer, et quelles sont les nouvelles opportunités, mais aussi les risques associés aux technologies blockchain au niveau juridique. Autre technologie blockchain, pour faire très simple, c'est les smart contracts. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract? Eh bien, c'est un petit morceau de code logiciel qui s'exécute automatiquement lorsqu'il y a un événement qui survient. Un des usages les plus connus, c'est une compagnie d'assurance qui a proposé au grand public de se faire rembourser ses billets d'avion à partir du moment où les avions avaient un certain, on va dire quelques minutes de retard. Je ne sais plus si c'était 1 heure de retard, 15 minutes ou 30 minutes, peu importe. Mais automatiquement, vous signez un contrat, qui est un contrat virtuel, qui fait que si l'avion a du retard, et on peut le vérifier, parce qu'il y a des données stockées dans les aéroports, donc on peut tout à fait vérifier ça, eh bien vous avez directement la compagnie d'assurance qui vous rembourse soit la totalité, soit une partie de votre vol. Donc on va dire que c'est des contrats, des morceaux de programme qui s'exécutent automatiquement entre deux parties sans qu'on puisse revenir en arrière. Le contrat a été négocié, le contrat est stocké dans un bloc de la blockchain et il s'exécute à partir du moment où un oracle dit « Ok, il s'est passé un événement particulier et on peut payer ou faire, on va dire, une action particulière au niveau informatique. » Dernière grande famille des technologies blockchain, c'est ce qu'on appelle les DAO ou les DAO pour les spécialistes, c'est les organisations décentralisées.
Vous travaillez peut-être dans des entreprises plus ou moins centralisées, avec des supérieurs, avec un fonctionnement assez standard. Eh bien, on peut tout à fait essayer de réguler le fonctionnement entre différents collaborateurs, entre différents partenaires, à l'aide de smart contracts, à l'aide des technologies blockchain, pour créer ce qu'on appelle des entreprises ou des organisations décentralisées qui s'appuient uniquement sur du virtuel pour réguler leur fonctionnement. Donc, on a mené un beau projet de recherche dans le canton de Neuchâtel sur les DAO, avec un projet qui s'appelle NEDAO, qui a fait intervenir nos collègues de l'Université de Neuchâtel, la faculté de droit, la Haute École de gestion ARC, et puis des spécialistes du domaine, où on a créé un démonstrateur pour faire voir comment peut fonctionner une entreprise de façon totalement, on va dire, totalement éclatée. Voilà, pour quelques technologies blockchain, quelques cas d'utilisation. Alors, je vous en ai cité quelques-uns. Je vous ai parlé des assurances, qui aujourd'hui a un œil très attentif sur les smart contracts, aussi sur la blockchain en tant que telle, parce qu'à partir du moment où vous pouvez stocker des informations et qu'elles sont transparentes, mais qu'elles sont non modifiables, ben, c'est extrêmement intéressant. La finance, ben, vous avez entendu parler des crypto-monnaies. La finance a aujourd'hui un œil fort sur les crypto-monnaies. La Suisse doit aussi réfléchir à son positionnement financier au niveau bancaire. Donc aujourd'hui, les crypto-monnaies et différentes entreprises sont en train de se positionner pour réfléchir comment on peut, dans un esprit très suisse, réguler les côtés financiers. La supply chain aussi, donc tout ce qui est, pour faire simple, chaîne logistique, on va dire, du fournisseur à l'acheteur, peut être tracé au niveau d'une blockchain. Par exemple, si vous voulez acheter des lasagnes d'une entreprise internationale, il serait bien de pouvoir vérifier si la chaîne du froid a été suivie. Eh bien, on peut avoir des capteurs sur des frigos, sur les produits, pour vérifier si la chaîne du froid a été interrompue. Et ces données sont stockées dans une blockchain parce que c'est non modifiable et ça prouve, ça peut faire œuvre de garantie sur un produit. Alors, sur la supply chain, il y a plein de cas d'usage extrêmement intéressants. On a aussi fait un beau comparatif dans notre région dans le domaine de la supply chain. Dernier élément, et on va en parler avec mes collègues dans quelques minutes, c'est le domaine étatique. C'est-à-dire que pourquoi un État, un canton, la Confédération devrait s'intéresser aux technologies blockchain. Donc, on va vous faire voir dans quelques minutes la mise en œuvre d'une technologie blockchain particulière qui répond à un besoin clair des administrés de la République et du canton du Jura. Voilà pour quelques cas d'utilisation. Alors, j'aimerais revenir sur le thème. Madame Perrin-Jacquet a dit on va parler de confiance. Alors, j'aimerais revenir sur un vieux modèle, excusez-moi, mais un vieux modèle sur le modèle de ce qu'on appelle de la théorie de l'agence en management. Alors, qu'est-ce que la théorie de l'agence? Je fais très simple. Vous êtes un agent. Ce n'est pas négatif d'être un agent, il y a l'agent 007, c'est quand même très positif. Donc, il y a différents agents. Vous êtes un collaborateur dans une entreprise et vous pouvez, par exemple, avoir quelqu'un qui vous chapeaute, qui vous demande de faire une action. C'est ce qu'on appelle un principal. Pour faire simple, c'est un employé et son chef ou sa chef. Okay? Un employé et sa chef. Un agent, par son rôle très opérationnel, reçoit des informations des clients, des fournisseurs, des partenaires, des étudiants, dans mon cas. Dans le cas des universités, on reçoit un ensemble d'informations. Donc, en fait, vous avez des informations qui sont directement transmises à l'agent. L'agent réalise pour le principal une tâche et ce principal fait totalement confiance ou pas à l'agent pour réaliser le travail qui lui est confié. On a vraiment ce rôle de confiance entre un agent et une chef, un principal, qui peut lui faire confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence, donc ancienne théorie qui fonctionne relativement bien en entreprise. Les technologies blockchain amènent un changement assez important dans cette théorie. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais toujours est-il que vous avez l'agent qui n'est plus là ou le seul à recevoir de l'information. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à mettre des technologies de l'information et de la communication et que ces informations sont par ailleurs partagées, eh bien, le principal, la chef, peut aussi
bien entendu, avoir des informations. Donc, il n'y a plus cette asymétrie d'informations entre un agent et le principal. Alors, l'agent va toujours réaliser le travail demandé par le principal, et le principal, il va bien entendu essayer de faire confiance. Simplement, cette confiance, et on l'a analysé ici chez nous à l'école, on s'est rendu compte que cette confiance, tout à coup, se dégrade lorsqu'on utilise des mécanismes de contrôle qui sont inhérents aux technologies blockchain. Donc, mettre en place une blockchain dans une entreprise, par exemple dans le cas d'une supply chain, eh bien, l'agent sent que tout à coup, il est vérifié, les informations qu'il traite sont stockées, ne sont pas modifiables, et il y a une dégradation de la confiance entre un principal et un agent. Alors globalement, ça peut être le cas avec la plupart des technologies, mais ces technologies blockchain étant transparentes, étant non modifiables, eh bien ça met encore en avant ce mécanisme, on va dire, qui malheureusement dégrade la confiance entre différents acteurs. Voilà, c'est pour commencer à illustrer de quoi on va vous parler au niveau de la confiance, de façon un tout petit peu théorique, j'en suis désolé, mais ça me semble intéressant et important. Voilà, je crois que les questions viendront après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage d'écran et passer la parole à mes collègues. Voilà, j'arrête le partage. Et puis, Xavier, je te laisse maître de l'ordinateur. Oui, merci infiniment, Monsieur Baudet. Effectivement, je pense que la notion de confiance méritera qu'on la reprenne, parce que le dernier tableau que vous avez présenté, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la confiance s'instaure, voire se renforce. Donc maintenant, c'est Monsieur Baumgartner qui prend le lead en tant que responsable des projets digitaux pour la République et Canton du Jura. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Brun-Jacquet. Donc, comme l'a dit Cédric, on va vous donner un retour d'expérience en fait sur la mise en œuvre d'une technologie blockchain qu'on a mis en place pour renforcer la confiance numérique. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Oui, on vous entend très bien. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, on a choisi aujourd'hui de vous raconter quelques petites histoires pour essayer d'illustrer très concrètement ce qu'on a cherché à faire. Je vais commencer par vous raconter la première petite histoire. Et puis cette histoire, elle commence par vous présenter Valentine. Alors Valentine, elle est agente immobilière dans le canton du Jura, et puis elle a cette jolie maison à louer dans son agence. Et puis en fait, Valentine, en ce moment, elle est vraiment très fâchée, et on va essayer de vous expliquer pourquoi elle est en ce moment fâchée. En fait, dans cette petite histoire, ce qui s'est passé, c'est une année auparavant. On a ce monsieur qu'on va appeler Christophe qui a contacté l'agence immobilière de Valentine parce qu'il avait vu que cette jolie maison, elle était à louer, puis il était très intéressé. Donc, il a pris contact. Et puis, Valentine a fait une visite de la maison. Christophe est très intéressé. Du coup, il a constitué un dossier pour pouvoir obtenir le bail pour louer cette maison. Et puis, dans son dossier, il a donné un extrait de poursuite. Valentine a ensuite pu créer le dossier, et elle a finalement loué la maison à Christophe. Tout le monde était content, sauf que dans cette histoire, il y a eu un petit problème. C'est que notre ami Christophe, il avait pas du tout les moyens pour louer cette maison. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait présenté un faux extrait de poursuite. Alors, évidemment, Christophe est en tort, sauf que maintenant, il est bien installé dans la maison. Et puis, il n'a pas vraiment envie de quitter la maison. Alors, Valentine, elle est très fâchée parce que ça lui crée beaucoup d'administratifs pour pouvoir expulser Christophe et surtout récupérer la maison pour la louer à quelqu'un d'autre. Donc, finalement, comment aider Valentine? Et Valentine, elle nous dit, mais moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir une sorte d'employé d'État virtuel sur mon smartphone qui me permettrait très facilement de pouvoir dire, voilà, Christophe me présente cet extrait de poursuite. Moi, avec une application sur mon mobile, application que l'on a nommée Jura Verifier, mon collègue Fabrice vous présentera plus de détails par la suite. Avec cette application, Valentine, elle aimerait pouvoir scanner
un élément de QR code sur l'extrait de poursuite et pouvoir dire, ben oui, cet extrait de poursuite, il a bien été attribué à Christophe. Et en fait, ben non, il n'a pas été attribué à Christophe parce que probablement que M. Christophe Rocancourt avait falsifié ce document en mettant un faux QR code. Et puis, Julie Berlasconi, ben, elle voit que finalement, ce document où il a noté son nom, c'était probablement le document de quelqu'un d'autre. Et puis, elle peut déterminer très facilement que c'est un faux extrait de poursuite. On pourrait aussi, par ce genre de technologie, voir que l'extrait de poursuite il a été, par exemple, révoqué si des poursuites ont été ouvertes par la suite. Donc, par la suite, ben, elle pourrait très facilement refuser de louer la maison à Christophe et du coup ben, éviter bien du tracas. Donc, pourquoi on vous présente cette petite histoire en guise d'introduction? Parce que finalement, c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. On voulait pouvoir apporter de la confiance à un citoyen. Quand un citoyen reçoit un document avec l'entête de l'État du Jura, ben, on voudrait pouvoir y apporter de la confiance pour être sûr que ce document soit authentique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place ce projet? On a commencé en décembre 2019 à réfléchir sur cette notion de confiance numérique. Et puis, on en a fait une priorité pour l'État jurassien. Et c'est devenu un axe du programme de législature actuelle. Et puis, à fin 2019, début 2020, on a soumis un projet d'innovation à e-gouvernement suisse parce que pour nous, c'était important de ne pas faire ce projet de manière confidentielle dans notre coin, mais de pouvoir par la suite aussi partager les résultats avec d'autres cantons, respectivement d'autres communes ou d'autres personnes intéressées. Donc, ce projet il a été retenu par e-gouvernement suisse et puis on a pu l'initier en 2020. Si on poursuit un petit peu le fil de la rivière qui symbolise notre projet, en mars 2021, on arrive à la fin du proof of concept. Et puis là, on avait choisi un cas d'usage qui était justement l'extrait de poursuite. Donc, Cédric l'a dit, l'importance de pouvoir inclure le juridique dans ces démarches. Et nous, on avait le service métier de l'Office des poursuites et faillites qui était impliqué pour s'assurer que ce que l'on allait faire était légal. Et puis, on a utilisé pour ça deux technologies. Une technologie qui est la blockchain KSI, qui est un type de blockchain qui a été créé en Estonie. Et puis, la technologie Certus, qui est finalement un système de QR code basé sur cette blockchain KSI. Fabrice aura l'occasion de vous détailler un peu plus en détail comment cela fonctionne. Et on a réalisé ce proof of concept avec deux sociétés partenaires qui étaient Softcom et SICPA, pour pouvoir générer une émulation et surtout chercher de l'expertise sur ces domaines-là. En juin 2021, arrive le moment où on se dit, voilà, on a fait un proof of concept, c'est très bien, mais maintenant, si on veut parler de confiance, il faut un petit peu aller au contact du citoyen. Et pour ça, on a fait une conférence de presse. On s'est fait à ce moment-là accompagné par la HEG, par l'équipe à Cédric, parce que c'était intéressant pour nous d'avoir un avis extérieur, déjà pour se préparer à la conférence de presse, et puis surtout après pour organiser des ateliers avec les citoyens. Et on a organisé en collaboration avec la Haute École Arc, des ateliers citoyens pour se dire finalement ce qu'on est en train de mettre en place, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous amène plus de confiance dans ce que l'État peut vous proposer? Et puis vous verrez juste après, Cédric aura l'occasion de présenter un petit peu les conclusions de ces ateliers citoyens parce que c'était très enrichissant. Une fois qu'on a fait ces ateliers citoyens, on en a tiré un certain nombre de conclusions qui vous seront présentées par Cédric. Et puis, en mars 2022, cette année, on a mis en production ces technologies blockchain KSI avec Certus autour de l'extrait de poursuite et avec une application labellisée Jura pour pouvoir facilement vérifier ces QR codes. Et puis tout ça, finalement, ça s'inscrit, si on reprend cette image de la rivière, dans un flux continu, parce que pour nous, la démarche elle ne s'arrête pas là. Ça, c'était la première étape. Mais maintenant, on est en train de réfléchir à d'autres cas d'usage.
Et puis surtout, on souhaite continuer d'innover autour de ce sujet de la confiance numérique et des technologies blockchain. Donc voilà, c'était pour vous présenter en quelques étapes un peu l'historique de notre projet. Et puis si je reviens sur les objectifs de départ du projet, en fait, on avait 3 objectifs de départ qui étaient cette notion d'accroître la confiance avec les citoyens, mais aussi entre les citoyens. Dans le cas que j'ai illustré par la petite histoire, on est vraiment dans une situation entre citoyens. Un citoyen donne un document labellisé État du Jura à un autre citoyen, et puis finalement, comment on peut apporter de la confiance dans cet échange de documents. On ne voulait pas uniquement faire un proof of concept, on a dès le départ pensé pour pouvoir créer un service de base de notre système d'information pour que maintenant on puisse utiliser ces technologies sur d'autres prestations. Et puis, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était de pouvoir ne pas créer une fracture numérique entre le citoyen qui obtiendrait son attestation de poursuite de manière numérique et entre le citoyen qui voudrait pouvoir l'imprimer. Et c'est pour ça que la technologie qu'on a choisie nous permet finalement de garder de la valeur aussi bien sur le document numérique que sur le document papier s'il venait à être imprimé. Et puis, on peut résumer ces objectifs un peu de cette manière-là. La confiance numérique, elle ne peut pas se décréter. On verra que c'est très important de pouvoir avoir du très concret à partager avec les citoyens, de pouvoir les inclure dans la démarche. Nous, on voulait utiliser cette blockchain comme tiers garant. Et puis, on voulait trouver aussi une technologie blockchain qui était économe en énergie, parce que c'était important dans la stratégie de l'État de ne pas baser une technologie énergivore. Et puis surtout, dont on pouvait avoir une maîtrise des coûts de fonctionnement. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi des technologies notamment liées à des crypto-monnaies, parce que nous, on doit pouvoir prévoir dans le temps finalement le coût de fonctionnement de ce que l'on va mettre en place. Voilà, je vais passer la parole à Cédric Baudet qui va pouvoir vous expliquer un petit peu le rôle clé de la HEG, la collaboration qu'on a eue ensemble. Si ça va pour toi, Cédric, je continue d'avoir la main sur la souris et je te passe la parole. Merci beaucoup, Xavier. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on a un cas d'usage clé. Tu peux encore rester quelques secondes peut-être sur le slide précédent. Un cas d'usage clé pour le canton du Jura, mais avec, je vais être critique bien entendu par rapport à ce qui a été fait. C'est mon rôle d'être critique par rapport à ce qui a été fait au départ par le canton du Jura, mais on était dans un contexte que l'on appelle un contexte de tension. Alors en management, on appelle ça une situation extrême de gestion. Et pourquoi le contexte était tendu? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu quelques problèmes relatifs à la cybersécurité ces derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir, peut-être, qu'on a traversé une première crise majeure qui est liée à la pandémie de la Covid-19. Donc, en fait, on avait une tension. Alors, cette tension, pourquoi elle est arrivée? Simplement parce que dans cette notion de Covid-19, on nous a mis à disposition ce qu'on appelle un pass sanitaire. Ce pass sanitaire, il y a eu à peu près une cinquantaine d'acteurs du marché suisse qui ont répondu à la demande de la Confédération. Et dans ces 50, 2 acteurs majeurs ont été présélectionnés. Premier acteur majeur, c'est les services même de la Confédération, le service, on va dire, interne de la Confédération. Et deuxième acteur majeur, c'est des acteurs qui s'appuient sur la blockchain KSI, la même que celle qui a été sélectionnée par la République et le canton du Jura. Donc, en l'occurrence, on a vraiment tout à coup cette technologie blockchain qui est proposée pour faire un pass sanitaire. Et ce pass sanitaire, c'est pas moi qui suis en train de prendre le train, même si j'ai la gare à côté de chez moi, mais ce pass sanitaire, tous les acteurs, la plupart des acteurs du marché disaient c'est clair, on sait que c'est la technologie KSI qui devrait être retenue. Donc le canton du Jura s'est positionné en ayant mis une brique stratégique en disant on a un coup d'avance aussi par rapport au pass. Or, contre toute attente, la Confédération a choisi son service interne pour des raisons de code ouvert.
Donc, en fait, on se retrouve avec une confédération qui ne choisit pas la technologie KSI, des problèmes de cybersécurité, et le canton du Jura qui met en place cette technologie. Donc, aller, entre guillemets, vendre cette technologie aux Jurassiens, alors que la Confédération vient de dire, bah, c'est pas celle qu'on a choisie. Donc, en fait, on avait une tension comme ça. Deuxième élément extrêmement intéressant, c'est que, vous le savez, et fort heureusement, en Suisse, nous avons une stabilité politique. On est considéré comme un pays stable politiquement. Cette stabilité politique amène un rejet des technologies blockchain dans le domaine de tout ce qui est e-gouvernement. Il y a plein de pays qui ont un intérêt de mettre des technologies blockchain pour stocker des informations, pour qu'elles soient non modifiables, etc. Mais pas la Suisse. La Suisse n'a pas d'intérêt à mettre des technologies blockchain, et ça c'est la littérature scientifique qui le prouve, parce qu'il y a une trop grande stabilité politique. En d'autres termes, pourquoi voulez-vous donner confiance aux administrés avec une technologie blockchain, alors que, par ailleurs, ils ont déjà confiance dans les autorités du canton du Jura? Donc, on a un rejet très fort, malheureusement, de ces technologies. Alors, on peut passer peut-être au slide suivant. Alors, j'ai repris la rivière qui a été illustrée avant par Xavier. On va essayer de remonter ensemble la rivière. Donc, premier jalon, on va dire, de notre intervention. On a mené 2 actions très claires. La première action, c'était de dire, OK, on doit communiquer sur ce projet, KSI Certus, alors que l'on est dans un contexte tendu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de façon très concrète? Xavier l'a évoqué, on a fait une conférence de presse, mais on a revu ensemble quoi dire à la conférence de presse, comment amener les informations. On a vraiment travaillé sur ces notions-là. Ça, c'est la première action que l'on a fait avec la République et le canton du Jura. Et pour faire ça, on est arrivé avec des spécialistes de différents domaines. Des spécialistes du droit, des spécialistes des technologies blockchain, des spécialistes de la communication, spécialistes des technologies de l'information, et enfin des spécialistes de l'interaction homme-machine pour voir comment faire au mieux une communication adéquate sur ce projet. Et ce projet, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui sans trahir de secret, c'est un réel succès parce que la communication a été adaptée, et je vais vous expliquer dans quelques secondes comment. Ça, c'est la première action. Deuxième action que l'on a menée, c'était d'identifier pourquoi cette technologie, en particulier la blockchain KSI. Je vous rappelle, blockchain, on a l'impression que la blockchain, c'est des gens qui sont sur le dark web, qui sont en train de faire des détournements d'argent. On peut avoir l'impression. On peut avoir l'impression que la blockchain, c'est énergivore. La blockchain KSI est estonienne. Alors, malheureusement, pas tout le monde sait où c'est l'Estonie, par ailleurs, mais ça nous fait un peu penser à un pays de l'Est. Et pourquoi, tout à coup, la Suisse va s'acoquiner avec un pays de l'Est pour mettre en place une technologie numérique? Donc, il a fallu identifier les barrières à l'acceptation de ces technologies pour les faire accepter au mieux et les proposer à la population de façon idéale. Si on passe à la suite de la présentation, eh bien, je vous présente directement ce qu'on a recommandé à la République au canton du Jura, et c'est par ailleurs ce qu'ils ont mis en place, je crois, ils nous le confirmeront après. Première marche, on va dire, de l'escalier, c'est de communiquer en 2 niveaux d'abstraction. La République et le canton du Jura a fait quelque chose de tout à fait normal. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'ils allaient mettre en place des technologies transparentes qui amènent de la confiance. Et pour cela, il faut communiquer de façon totalement transparente. Malheureusement, c'est faux. Je ne vous dis pas qu'il faut cacher des choses. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il faut avoir 2 niveaux de discours. Un premier niveau de discours pour la population jurassienne qui consiste à exposer les cas d'utilisation et les apports des technologies blockchain. Deuxième niveau d'abstraction pour ceux qui ont des compétences dans les technologies blockchain, eh ben, c'est ouvrir le capot de façon totalement transparente en disant voilà comment fonctionne la blockchain KSI, pourquoi c'est une blockchain qui est fiable, pourquoi c'est une blockchain qui n'est pas énergivore, pourquoi c'est une blockchain extrêmement recommandée et recommandable aujourd'hui. Donc on a dû proposer 2 niveaux d'abstraction et pas un seul, parce qu'à un seul niveau de communication, la population malheureusement se perdait dans les recommandations. Deuxième marche de l'escalier, eh c'était d'identifier les services de l'État qui nécessitent un besoin de confiance. Parce que si vous voulez mettre en place une brique technologique qui améliore la confiance, faut-il encore déterminer
où on a besoin de confiance. C'est le premier cas d'usage sur lequel on s'est mis d'accord très vite, hein, qui avait déjà été identifié par Fabrice, par Xavier, par le canton du Jura, et que nous, en tout cas, on a validé. C'est cette notion de poursuite qui est très suisse, hein, dans les faits, mais cette attestation de poursuite qui nous permet de montrer patte blanche pour différents éléments juridiques. Troisième marche de nos recommandations managériales, juste faire un petit clic, voilà, eh bien, c'était de garantir une cohérence graphique entre les applications. Alors, vous allez voir après en détail qu'il y a une blockchain, mais il y a d'autres choses, il y a un scellé numérique, enfin voilà. Et il y a différents acteurs qui nous ont aidés à mettre en place ces technologies. Eh bien, il faut que toutes ces applications soient cohérentes et que l'utilisateur ait l'impression d'être dans une seule expérience utilisateur, logotée, avec le logo, bien entendu, de la République et du canton du Jura. Si tout à coup, vous passez de la République et du canton du Jura depuis le guichet, on va dire, électronique, virtuel du canton du Jura, et que vous êtes redirigé, par exemple, chez SICPA, on ne va pas comprendre en tant qu'administré pourquoi tout à coup je sors du canton. Donc, il a fallu vraiment vous revoir cette cohérence graphique totale, ces technologies étant par ailleurs de toute façon stockées dans le canton. Quatrième marche qui nous semble intéressante, voilà, c'est plus un conseil qu'une recommandation managériale, c'est s'appuyer sur des expérimentations citoyennes. Donc, on travaille très régulièrement avec le canton du Jura pour faire des expérimentations citoyennes, parce qu'il faut faire voir aux utilisateurs, hein, ça semble évident, mais il faut travailler avec les utilisateurs, leur faire tester. Donc, on a travaillé avec des proof of concept, avec des maquettes, et on a amélioré le fonctionnement du système en s'appuyant sur la population jurassienne. On a fait 2 cycles d'expérimentation, une fois avec des spécialistes des technologies, une fois avec des gens qui étaient moins expérimentés dans les technologies. Voilà pour ces quelques recommandations managériales, et maintenant à Fabrice de nous expliquer peut-être le cas d'usage en détail de l'extrait de poursuite. Parfait, je vais essayer de reprendre le contrôle. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Donc, revenons sur ce cas d'usage. Pour nous, c'était vraiment important. Le choix du cas d'usage pour ce projet pilote, car on voulait expérimenter vraiment la partie citoyenne, c'est-à-dire comment la technologie est acceptée par les citoyens, quel est le point de vue des citoyens lambda par rapport à cette technologie, par rapport à son utilité. Et on voulait aussi expérimenter l'ensemble de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire on parle d'une commande d'extrait de poursuite sur le guichet virtuel du canton du Jura, et on voulait s'assurer que la user journey, comme on appelle en anglais, est finalement adéquate par rapport aux besoins de l'utilisateur. Donc, on a vraiment ouvert le spectre pour l'élargir et intégrer finalement le processus digital sans rupture de médias de A à Z pour les citoyens. Comme l'a dit Cédric, ça nous a permis d'obtenir des feedbacks très, très concrets. Moi, j'en retiendrai un dont Cédric a parlé. C'est que le citoyen, a priori, à l'heure actuelle, a confiance dans ce qui lui est remis par l'État du Jura, dans les documents officiels qui lui sont remis. Par contre, si ce même citoyen doit transmettre ce document à sa gérance immobilière ou à un autre citoyen, là, on arrive vraiment dans un cas d'usage où ces technologies peuvent appuyer fortement la confiance et améliorer fortement la confiance numérique. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Xavier tout à l'heure, parce qu'on va repartir sur une petite histoire pour illustrer tout ça. Donc cette fois-ci, c'est Juliette qui est à la recherche d'un appartement. Elle consulte les petites annonces et il y a une maison à louer dans les Franches-Montagnes. Vous avez vu, le Jura est vraiment magnifique, les sapins, l'écusson jurassien qu'on a bien marqué notre territoire, quand même, c'est important. Donc Juliette trouve la maison de ses rêves au fin fond des Franches-Montagnes et elle va bien sûr la visiter avec son ami Léon. Et bien sûr, dans ce contexte-là, en tout cas c'était moi, je serais très fan de l'endroit et je me précipiterai afin de constituer mon dossier à destination de la gérance. Pour ce faire, Juliette, elle est très pressée, elle va téléphoner à l'Office des poursuites et faillites pour voir comment est-ce qu'elle peut obtenir son extrait de poursuite très rapidement pour son dossier. Et on lui explique gentiment que
ça prend du temps, que, OK, il y a une prestation en ligne sur le guichet du canton du Jura, mais le paiement se fait sous facture, l'envoi se fait par voie postale et que globalement, il faut compter 3 à 4 jours ouvrables. Donc, c'est là des convenus, c'est des délais supplémentaires, donc un risque de ne pas avoir le bien. Nos 2 jeunes tourtereaux ne se laissent pas abattre. Léon saute sur son vélo, descend des franches montagnes dans la vallée de Clément, donc il a vraiment envie de cet appartement. Et il va voir l'employé de l'Office des poursuites et faillites, il lui explique tout ça. Et l'employé de l'Office des poursuites et faillites, ce jour-là, il est tout seul. Il a beaucoup de travail et néanmoins, dans son processus métier, il doit rédiger à la main l'attestation de poursuite, il doit quand même l'imprimer, l'envoyer et la transmettre par voie postale au demandeur. Donc, du temps passe, on attend. Il y en a un qui gratte du pied, il y en a une qui est musicienne. Moi, je suis plutôt tendance à gratter du pied quand je sens que quelque chose me file sous les doigts. Et enfin, par la suite, par voie postale, la dite attestation arrive. Attestation de poursuite qui, en l'occurrence, est sécurisée par un sceau scanné et signé. Hein, donc, la petite partie en rouge où il y a les cuissons jurassiens, encore une fois, c'est un élément scanné qui est apposé sur chaque attestation de poursuite. Et je pense que personne n'est capable de vérifier l'authenticité de manière très claire sur ce type de document. En tout cas, pas Valentine, comme l'a dit Xavier tout à l'heure. Et maintenant, comment ça se passe? Donc, même scénario de base, même coup de cœur. Cette fois-ci, Léon, il va pouvoir se rendre sur le guichet virtuel. Et comme on a modernisé toute l'expérience utilisateur pour éviter la rupture de médias, il pourra commander en ligne son extrait de poursuite, le payer par carte de crédit. Du côté de l'Office des poursuites et faillites, maintenant, on a eu la chance aussi d'arriver au bon moment pour simplifier les processus métiers, car on a un logiciel qui s'appelle Themis, que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est un logiciel de gestion de poursuites et faillites. On était synchro avec ce projet de renouvellement interne de ce back-end applicatif. On a pu s'intégrer de manière propre. Donc, la demande arrive sous format numérique dans le guichet virtuel et intégrée directement dans l'outil métier des poursuites et faillites. Donc, l'opérateur, côté poursuites et faillites, il va simplement valider la demande et automatiquement, cette demande va générer un extrait de poursuite qui sera, lui, sécurisé, cette fois-ci, avec le QR code Certus dont on a parlé. Et ensuite, le retour du document se fait via le guichet virtuel de manière automatique et sans rupture. Donc, cette fois-ci, dans un temps record, Léon, il obtient son précieux sésame qui peut transmettre à Valentine. Et Valentine, en tant que gérante, eh bien, elle va avoir le moyen de vérifier sur la base de ces technologies blockchain l'authenticité du document. Donc, on a parlé aussi de fracture numérique. On a un gros avantage avec le QR code Certus, c'est que contrairement à une signature électronique qualifiée, on peut imprimer le document et au travers du scan du QR code Certus, on peut tout de même vérifier son authenticité. Du côté des poursuites et faillites, bien sûr, on a un gain de temps qui est induit par ce renouvellement applicatif de back-end métier, puisque le traitement des demandes se fait beaucoup plus rapidement. Donc, on va pouvoir consacrer ce temps à d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. Un schéma de principe maintenant assez high level sur les interactions entre Certus et la blockchain KSI. On reprend notre écosystème finalement avec un citoyen qui dépose sa demande d'extrait dans le guichet virtuel. Celui-ci est acheminé dans Themis, le back-end métier. Et après, les données à sécuriser, finalement, seront transmises au Certus Processor, qui est un composant Kubernetes qui tourne dans notre infrastructure. Ça, c'est vraiment très important. Les données, en clair, restent dans l'infrastructure de la RCJ. Et ensuite, seules les empreintes de ces données, on parle d'un hash, un processus destructeur et non réversible, finalement, seront transférées dans le système Certus pour que celui-ci, sur la base de ces données, de l'empreinte de ces données, génère un sceau sécurisé. On y reviendra tout à l'heure. L'identifiant de ce sceau sécurisé est transmis
en retour au Certus processeur, à notre composant dans notre infrastructure. Et sur cette base, un QR code sera généré, QR code sécurisé. Ce QR code sera ensuite apposé sur le document qui, lui, sera retourné au citoyen. Si on descend un tout petit peu plus dans le détail de ce QR code sécurisé, qu'est-ce qu'il contient? Il contient finalement pas grand-chose. Les données, en clair, les données à sécuriser, et l'identifiant du scellé numérique généré par le service Certus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce scellé numérique, quel est le lien avec la blockchain KYC? Et c'est là que la blockchain KYC intervient. C'est que l'identifiant du scellé numérique est, lui, stocké, donc, par définition, de manière immuable, enfin, ou plutôt le hash de l'identifiant, l'empreinte de l'identifiant, est stocké dans la blockchain KYC, ce qui rend le scellé numérique immuable par design. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à garantir la sécurité, finalement, de ce QR code. C'est au travers de ce stockage d'empreintes du scellé numérique dans la blockchain. Pourquoi utiliser la blockchain KYC? Quelques arguments. On en a listé toute une série. Mais le plus intéressant, et ça fait aussi un peu écho à ce qu'a dit Cédric, c'est que cette blockchain KYC est en production depuis 2008. Et elle est toujours utilisée activement, notamment par l'Estonie. Donc, on est sur quelque chose de fiable, sur quelque chose qu'on espère pérenne. On a aussi le fait que, pour nous, c'est important que seule l'empreinte des données soit stockée dans cette blockchain et non pas les données en elles-mêmes. Et on est aussi sur une technologie blockchain qui est peu consommatrice en énergie. Et ça est non lié aux crypto-monnaies aussi, pour garantir les coûts de fonctionnement. Donc ça, pour nous, c'était des éléments capitaux pour le choix de ces technologies. Dans les perspectives d'utilisation, on peut en citer quelques-unes. On a Certus, ces fameux QR codes sécurisés. Ceux-là, ils sont vraiment, c'est une technologie vraiment intéressante parce qu'elle fait le lien entre le monde physique et virtuel. Donc, on peut sécuriser un PDF qui soit au format binaire, ouvert sur votre laptop, ou ce même PDF imprimé au format papier. Donc là, tout ce qui est permis, attestation délivré par l'État, un permis de débit de boisson, un permis de pêche, et pourquoi pas un permis de conduire, hein, il n'y a pas de limite au support, ça pourrait être un format carte. Et comme l'a dit Cédric, on était sur la technologie finaliste pour le certificat Covid. Et de l'autre côté, on a la blockchain KYC, qui, elle, permet vraiment de sécuriser des éléments immatériels. Donc là, on pourrait très bien, de par le design de la blockchain, rendre immuable toute transaction électronique. Ça pourrait être « je dépose ma déclaration d'impôt à telle heure, tel jour ». Ça pourrait être aussi « je suis admin système et j'accède à un système critique et je fais telle opération ». Le champ des possibles sur la blockchain KYC, il est infini puisque, par définition, on peut stocker et sécuriser tout élément immatériel. Là, il y a vraiment un gros potentiel. Reste à voir après comment est-ce qu'on amène ça, si on le diffuse sur la partie citoyenne, aux citoyens pour que cette technologie soit bien comprise. Et passer la parole à Cédric pour la conclusion. Merci pour votre attention. Voilà, alors la conclusion, je ne sais plus si j'avais des slides juste après ce slide de conclusion, ouais, c'est ce qui me semblait. Ce qui a fait que ce projet est, à nos yeux, un succès, c'est trois premiers éléments. Le premier élément, c'est que ce projet a un succès parce qu'il a obtenu un soutien au niveau fédéral. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que ça peut être répliqué dans d'autres cantons. Hein, donc, on a cette volonté de partager la connaissance. Et on l'a fait déjà. Hein, on a présenté ce projet au symposium roman de cyberadministration. Moi, j'ai présenté ce projet aussi dans la conférence internationale des chercheurs francophones en système d'information il y a une quinzaine de jours. Donc, on veut vraiment promouvoir ces bonnes pratiques. Et ça, c'est aussi parce qu'on a obtenu un soutien fédéral qui nous a permis de faire un premier proof of concept. Sans ce soutien fédéral, eh bien malheureusement, on n'aurait peut-être pas pu démarrer ce projet. Deuxième élément qui fait que ce projet est, à nos yeux, un succès. Pourquoi c'est devenu un succès? C'est parce qu'on a créé des ateliers citoyens
on a mis l'utilisateur au centre du processus de réflexion, on a travaillé avec les citoyens, les administrés de la République et du canton du Jura, afin de comprendre leurs doutes, leurs réserves, pourquoi ils accepteraient pas cette technologie, comment ils l'utiliseraient, et on a intégré tout ça dans nos réflexions pour en proposer un projet réel qui aujourd'hui est en production, hein. Il y a une conférence de presse qui a été faite, en tout cas un communiqué presse qui a été fait. Et in fine, alors je parle un peu pour ma paroisse, mais c'est même au-delà. C'est-à-dire que bien entendu, on a mis les utilisateurs au centre, ça semble un peu logique au niveau informatique, mais on a une collaboration qui est extrêmement vertueuse entre l'État, en l'occurrence la République et le canton du Jura, et par ailleurs la Confédération. On a aussi des partenaires privés dans ce projet. On a parlé de SICPA, on a parlé de je ne sais plus quelle autre entreprise, mais il faut que vous m'aidiez les gars, je ne sais plus quelle autre entreprise avec lesquelles on a travaillé. Mais toujours est-il qu'on a un lien public-privé qui est somme toute important dans ce type de projet qui n'est pas toujours le cas dans les administrations publiques. Et puis, in fine, on a intégré, alors là, c'était par rapport à mes équipes, hein, mais on a intégré des spécialistes du domaine universitaire. C'est-à-dire que on fait une recherche très appliquée en Suisse, et pas seulement dans les HES, dans les universités. Toutes les hautes écoles font des recherches très appliquées en Suisse. Et on a cette occasion de participer à des projets, de mettre des ressources à disposition et d'aider les praticiens à prendre un peu de recul sur les bonnes pratiques. Donc ce mélange université, ce mélange privé, ce mélange public avec le citoyen au milieu nous a semblé être extrêmement important dans la réussite de ce projet. Voilà. Alors, on va ouvrir la discussion. Il y a déjà un ensemble de questions, mais peut-être que Mme Perrin-Jacquet veut dire quelques mots. On voulait juste peut-être finir aussi cette présentation. On avait proposé une troisième partie, qui était une partie sur comment accompagner, comment se former, comment mieux comprendre, comment aller plus loin, somme toute, au niveau des technologies blockchain. Donc, j'en ai pour 1 minute, hein, juste pour vous exposer ce qu'on peut faire. Donc, je vais peut-être essayer juste de reprendre la main. Voilà. Reprendre la main, je vous ai repartagé mon écran que vous devriez voir. Alors, si vous voulez aller plus loin au niveau des technologies blockchain, alors on a différentes possibilités. Voilà, ça, c'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, l'Université de Genève propose des formations continues dans le domaine de la blockchain, mais c'est des formations qui sont très orientées dans la conception d'applications, en s'appuyant sur ce qu'on appelle des technologies ledger distribuées et pour développer des technologies décentralisées. Donc, l'Université de Genève propose un CAS qui est extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est une possibilité si vous avez envie de rentrer dans les rouages des technologies blockchain, d'aller un pas plus loin dans la conception même de ces systèmes. L'Université de Zurich aussi, donc on a fait une étude sur en Suisse comment fonctionne l'écosystème blockchain. L'Université de Zurich propose une école d'été qui est plutôt pour les étudiants, mais qui somme toute pourrait peut-être être ouvert, qui est un cours pour rentrer vraiment, allez, on va dire se lancer, plonger en eau profonde dans les technologies blockchain pour mieux les comprendre. Et puis, donc on a Neuchâtel, on a Zurich, j'ai fait un peu les deux côtés. Si vous voulez aller au milieu du monde, eh bien, il y a Neuchâtel, canton du Jura, canton de Neuchâtel, avec la HEARC. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire de la pub pour nos propres formations, mais c'est une formation qui est intéressante. Pourquoi sur les technologies blockchain? Eh bien, parce qu'elle a été demandée par le canton de Neuchâtel. C'est le canton de Neuchâtel, le service de l'économie, qui nous a dit on veut que nos collaborateurs comprennent les technologies blockchain, on veut qu'ils appréhendent ça, il va falloir qu'ils fassent éventuellement, qu'ils puissent taxer des contribuables neuchâtelois, il faut qu'on aide les entreprises à venir dans la région. Donc on a un cours qui n'est pas du tout un cours technique, qui est un cours sur les technologies blockchain de façon générale, quelles sont les menaces, mais quelles sont aussi les opportunités, avec 3 prismes. Le premier prisme, c'est le prisme technologique. Globalement, comment ça fonctionne. Deuxième prisme, c'est le prisme managérial. Pourquoi je peux mettre une technologie blockchain dans mon entreprise et qu'est-ce que ça amène? Et troisième prisme, c'est le prisme juridique.
où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces smart contracts, qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies blockchain. Donc vraiment faire un panorama sur ces 3 prismes pour faire de vous des spécialistes en 5 soirées, 5 soirées de 18h à 22h à Neuchâtel sur comment fonctionnent ces technologies. Voilà au niveau des accompagnements. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis je pense qu'on peut peut-être passer à une partie plus de discussion, de questions auxquelles on ne pourra peut-être par ailleurs pas répondre parce qu'on n'est pas tous des spécialistes. En tout cas, j'aimerais déjà vous remercier pour vos présentations très complètes, très complémentaires et qui démontrent les enjeux qui sont liés à l'introduction de la blockchain. Moi, ce que je constate, mais vous l'avez relevé, c'est la notion de proximité. C'est le fait que vous avez travaillé en proximité avec là, en l'occurrence, les citoyens. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur l'e-ID, on l'a vu sur le e-voting. Le citoyen suisse, aujourd'hui, il a besoin d'avoir une confiance qui lui est confirmée et renforcée, surtout dans ce domaine-là qui concerne le numérique. Et vous avez su le mettre en évidence. Ma première question, après on prendra les questions qui ont été posées par écrit, c'est est-ce que la taille du canton du Jura est une taille qui favorise ce genre de démarche? Je n'y vois aucune connotation péjorative, je vois des sourires, je trouve ça fort désagréable, messieurs, je le dis. J'ai admiré vos sapins, j'ai admiré tout ce qui allait avec, mais je me dis, est-ce que cette notion de proximité que vous avez réussi à mettre entre vos entités administratives cantonales, une HEARC qui est là et qui est en appui et qui permet d'avancer sur le dossier, est-ce que c'est plus facile que, par exemple, je vais prendre le canton de Vaud, qui est beaucoup plus grand, avec d'autres enjeux, une association des communes vaudoises qui veut peut-être jouer un rôle différent. Est-ce que là, on peut imaginer que vous aviez la convergence de tout ce qui pouvait faire que ça pouvait marcher? Et le talent, encore un peu, non? Non, je pense que vous avez, on échange beaucoup, hein, et puis encore plus maintenant avec toute la démarche d'administration numérique suisse, et avec nos homologues des autres cantons. Puis clairement, on a nos difficultés qui sont parfois de l'ordre financier, de certaines capacités, mais on a cet avantage d'être plus petit. Et du coup, quand on est plus petit, on connaît très bien nos interlocuteurs du service des poursuites et faillites. Donc, on arrive vite avec eux à se mettre d'accord sur ce que l'on pourrait faire. Ensuite, voilà, on arrive assez vite aussi à organiser des ateliers citoyens parce que soit on connaît des personnes qu'on peut inviter puis qui répondent favorablement, et puis surtout, les acteurs autour de ce projet au sein du service informatique, on était 3 personnes, plus encore quelques intervenants externes après, mais finalement, c'est très peu de monde. Donc, ce très peu de monde fait qu'on arrive à aller assez vite puis à avoir des résultats. Donc, je pense que Mme Brajaquet, votre question, elle fait complètement écho à notre situation. Donc, on arrive à délivrer des choses peut-être plus vite que les autres parce qu'on a plus facilement des contacts et peut-être moins de barrières. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces enjeux-là, on les a rapidement présentés avec Mathieu Lachat, notre chef de service à notre gouvernement. Donc, on a eu l'occasion, dès le début du projet, d'inclure le politique dans la démarche pour avoir ce soutien et puis être sûr qu'on puisse poursuivre par la suite. Alors, pour aller directement dans le sens d'une des questions qui est posée, c'est ce que cela veut dire qu'avec la technologie blockchain, on peut se passer de certains postes de travail, voire de beaucoup de postes de travail. Est-ce qu'il y a eu ce souci de la part d'un certain nombre de collaborateurs de l'État? Alors, peut-être ça peut donner cette impression-là dans la deuxième petite histoire qu'on a racontée, hein, comment ça fonctionnait avant, puis comment ça fonctionne maintenant. Où finalement, on pourrait dire l'employé des poursuites et faillites, il a juste à quittancer dans son application et du coup, ça peut mettre en péril son activité parce qu'avant, le travail qu'il devait faire pour rédiger son extrait de poursuite à la main, il ne doit plus le faire.
Nous, on a des réels enjeux au niveau de l'État du Jura en termes de transformation numérique des services, parce que on a bien avancé depuis 10 ans sur la partie citoyenne au niveau du guichet virtuel en termes de prestations. Mais les back-end métiers, on a encore beaucoup de challenges pour pouvoir avoir un flux de transformation numérique de bout en bout, du citoyen jusqu'au service. Et puis, nos services, ils ont des difficultés à dégager du temps projet parce qu'ils sont souvent, ils croulent sous l'opérationnel, en fait. Et ce genre de démarches, elles sont plutôt bien accueillies et pas forcément vues par une menace, à condition que ce soit bien expliqué et qu'on puisse inclure les métiers dès le début dans les démarches, parce que c'est aussi une source finalement pour dégager du temps, puis faire des projets et pouvoir se transformer. Parce que si on fait que de l'opérationnel de nos activités, on n'arrive pas à trouver un petit peu la bande passante nécessaire pour faire des projets de transformation. Donc, on n'a pas vraiment cette réaction de se dire je vois ça comme une menace. Et là, on est plus sur des projets de transformation digitale. Hein. La blockchain, dans ce cas-là, c'est uniquement un outil, une partie de l'outil du processus. Donc, ce n'est pas la blockchain en soi qui est une menace, ça pourrait être plutôt la transformation digitale de l'État. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on vit au quotidien et où on arrive finalement à avoir une bonne collaboration avec nos métiers sur ces sujets-là. Je dirais peut-être juste en complément, c'est qu'on vient peut-être combler un manque qui est peut-être pas déjà présent, hein, parce qu'on voit que les citoyens ont confiance en l'État à l'heure actuelle. Ça, c'est vrai au moment où on a fait les ateliers citoyens dans le cadre de ce projet. Mais demain, avec la pression de la cybersécurité et du risque, on aura peut-être cette confiance qui s'érode si on fait rien. Et on est plutôt allé au devant de ce problème, c'est-à-dire mettons déjà les outils en place pour garantir une certaine pérennité dans notre réputation et pouvoir continuer de construire avec les citoyens et l'écosystème du canton du Jura au sens large. Alors, merci. Il y a une question qui est liée à la chute du Bitcoin. Est-ce que la chute du Bitcoin, la blockchain pourrait disparaître? Est-ce que ça vous paraît possible ou elle est déjà tellement implantée que même le Bitcoin ne modifiera pas l'émergence et le renforcement de la blockchain? Alors, nous, on n'est pas des experts, comme l'a dit Cédric, on s'autorisera peut-être à dire qu'on ne sait pas. On n'est pas des experts des technologies blockchain liées au monde du Bitcoin. Le choix qu'on a fait là, ce n'est pas une blockchain publique et on n'est pas indexé au Bitcoin, par exemple. Donc, moi, je n'arrive pas vraiment à répondre à la question. Ce que je peux dire, c'est que c'était important pour nous d'avoir cette garantie d'indépendance et de ne pas être lié notamment à ce genre de considération de chute du Bitcoin ou d'augmentation qui pourrait faire qu'après un projet tel que celui-ci, on maîtrise plus ses coûts de fonctionnement, par exemple. Donc ça, c'était vraiment une des clés du choix qu'on a fait. Vous vouliez intervenir? Mais oui, je voulais juste compléter. Alors, en effet, on n'est pas les spécialistes de crypto, mais le choix du canton du Jura est logique parce qu'en tant qu'institution publique, on peut pas commencer à s'indexer à des monnaies crypto comme ça. Je ne sais même pas si légalement on aurait vraiment le droit de le faire par ailleurs. Il faudrait vraiment faire une analyse approfondie. Ce qui doit être compris, c'est qu'il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains. Le Bitcoin, c'est une blockchain parmi tant d'autres. Le fait d'utiliser une blockchain pour stocker des données, généralement, demande la résolution d'un pulse cryptographique qui est soumis à rétribution. Donc, on rétribue avec quoi? Justement, avec des crypto-monnaies. Globalement, pour faire fonctionner une blockchain, il faut ce qu'on appelle du gaz. C'est quoi? C'est une crypto-monnaie. Alors, il y a d'autres types de blockchain et c'est pour ça qu'ils ont choisi un autre type de blockchain qui n'est pas soumis à ça et je pense que c'est une très bonne idée en tant qu'institution publique. Maintenant, le cas du Bitcoin, alors bien entendu, il y a aujourd'hui une augmentation, enfin une baisse, on va dire, de la valeur du Bitcoin. Le Bitcoin est quelque chose de relativement bien fait parce que c'est une denrée rare.
il est limité, on ne peut pas acheter ad vitam aeternam des bitcoins. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est régulé et il n'y aura plus de bitcoin à vendre. Donc, si vous regardez un peu théorie de l'offre et de la demande, eh bien, ça fait que le bitcoin, il y aura toujours une demande, il y aura toujours une offre. Donc, à mes yeux, la technologie bitcoin ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Maintenant, il y a des petits acteurs qui risquent de s'effondrer, des blockchains très spécifiques qui risquent de mourir, mais c'est somme toute, alors encore une fois, je vous parle en tant que prof de gestion, il y a des entreprises qui se créent, il y a des entreprises qui meurent, il y en a qui perdurent. Un jour, peut-être que le Bitcoin ne fonctionnera plus, mais on n'y est pas. Le Bitcoin ne valait rien. Aujourd'hui, il vaut de l'argent et il y a des fluctuations, mais au même titre, il y a des fluctuations des taux d'intérêt immobiliers en Suisse actuellement. Il y a d'autres fluctuations et on ne va pas forcément tout éclater. Donc, voilà, moi, je suis assez prudent. On n'est pas des spécialistes, mais normalement, le Bitcoin ne devrait pas disparaître demain. Voilà, je pourrais même prendre le pari pour être totalement honnête. Il ne va pas disparaître demain. Ok, je groupe deux questions. On demande si on pourrait à peu près blockchainiser absolument tout. Et puis, si on peut tout blockchainiser, on pourrait utiliser la même solution pour le e-health, c'est-à-dire pour le e-santé. Alors, Oui, non, peut-être. Peut-être, je dirais. Enfin, voilà, il y a des choix. On l'a vu sur Enfin, ces choix technologiques à des échelles fédérales, ils sont quand même souvent assez longs, assez complexes. Enfin, je ne connais pas très bien la partie e-health, mais avec beaucoup d'intérêt aussi. Et technologiquement parlant, oui. Après, les autres considérants, je ne les connais pas. sur la partie e-health, on a eu des échanges avec Basel Area en termes d'innovation, puis aussi avec l'hôpital du Jura. Il pourrait y avoir un intérêt, notamment sur la partie ordonnance, pour pouvoir garantir ce côté numérique, mais à la fois aussi papier. Donc là, il y a des discussions et des échanges. Nous, on ne pilote pas vraiment le e-health au niveau de l'État du Jura. Par contre, au niveau e-justice, on a beaucoup de réflexions, d'échanges avec des tribunaux d'autres cantons. On met en place maintenant aussi un échange avec l'État de Fribourg, là autour. Et puis, voilà, notre but, c'est de pouvoir ne pas être les seuls à poursuivre ces réflexions parce qu'on a besoin d'une masse complémentaire. Et puis, peut-être, ça peut faire le lien aussi avec l'autre question qui disait est-ce que vous seriez favorable à une blockchain fédérale dans les cantons? Oui. On serait des acteurs. Là, clairement, ce qu'on a fait là, au niveau d'administration numérique suisse, nous, on aimerait pouvoir le valoriser, voir qu'est-ce qui peut être fait. Et puis, c'est pour ça qu'on a régulièrement des échanges avec nos homologues des autres cantons. Donc, oui, on serait très clairement favorable, peut-être pas forcément sur les mêmes technologies, mais d'avoir quelque chose qui peut être plus global. Et puis, finalement, éviter que chaque canton ou chaque commune réinvente un peu le même genre de démarche. Là, il y a une question qui vous demande qui valide, hein, comment garantissez-vous dans ce dispositif la validation des enregistrements dans la blockchain? Qui est-ce qui valide? Donc, on est sur une blockchain privée, hein, donc il faut avoir le droit d'adhérer finalement à cette blockchain pour pouvoir y sécuriser des informations. Donc, on a une responsabilité en tant qu'adhérent à la blockchain. Et après, la validation peut se faire par tout un chacun. Dans ce sens-là, il n'y a pas de limite, il y a une forme de transparence. Je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée. On va voir si M. Gianfranco Moi réagit à votre réponse. Je prends celle de Frédéric Gaudin qui demande s'il y a eu des contacts au niveau blockchain pour certifier les transactions au sein du DEP. Oh, salut Fred. Bon, ça, elle est à peine dirigée, cette question-là. Je vais peut-être laisser Xavier compléter, mais finalement, notre projet, il démarre en 2021. En 2022, on est en prod. Donc, nous, on est allé vraiment très vite. On a pris un cas d'usage, on a expérimenté. Si on compare notre projet au cycle de vie du projet DEP, on ne joue pas dans la même cour, hein, et c'est absolument pas une critique, loin de là, parce que l'écosystème est beaucoup plus complexe à faire avancer.
Et à mon sens, il y aurait techniquement, clairement, un intérêt commun là autour. Mais voilà, c'est une autre organisation, c'est d'autres enjeux que ceux exclusivement du canton du Jura. Merci beaucoup. C'est vrai que le dossier électronique du patient, c'est une usine. Hein, on est dans une autre ligue. Alors, Monsieur Moïve, merci pour la réponse. J'ai juste peut-être un Oui, complément. volontiers. Le dossier électronique du patient, il ne faut pas aller croire que les technologies blockchain sont une réponse à l'ensemble du stockage des données. Il y a des bases de données qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que Xavier a proposé la validation, par exemple, d'une ordonnance. Ça nous semble totalement adéquat à l'aide d'une technologie blockchain. Maintenant, le dossier électronique du patient, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre ça dans un système de blocs avec quelque chose d'immuable, etc. Je pense qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus modeste. Donc, dans beaucoup de cas, hein, il y a des modèles qui existent pour analyser est-ce qu'on a besoin d'une blockchain ou pas. Et dans 95% des cas, la réponse est non. Vous avez peut-être besoin d'un autre système de stockage et de transmission de données. Donc, à mes yeux, le dossier électronique du patient n'est pas dans un cadre d'usage de la blockchain. Par contre, sur la santé numérique, en effet, il y a plein de petits cas d'usage pour valider, on va dire, le fonctionnement des systèmes. Voilà, en complément. Merci beaucoup. Mais ce qu'on sait sur le dossier électronique du patient, c'est que le citoyen, il est très attentif où partent ces données, qui y a accès, quand est-ce qu'il dit oui, quand est-ce qu'il dit pas oui. Enfin, on voit que là, ça reste encore pour lui très, très complexe hein, comme dossier. Question de Monsieur Voisin, pourquoi avoir fait le choix d'une blockchain privée et non d'une blockchain publique? En fait, on n'a pas fait une étude, on n'a pas fait une étude globale de quel type de blockchain. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir avoir une certaine maîtrise dans la durée et d'avoir aussi des partenaires clés qui peuvent nous appuyer, des partenaires solides. Donc, pour répondre à ta question, Jérémy, on n'a pas vraiment fait une étude complète de savoir s'il fallait plutôt choisir une blockchain publique ou une blockchain privée. On est plutôt parti sur finalement quelles étaient les possibilités offertes par les produits qu'on avait considérés dans ce POC. Par contre, il y a peut-être un élément intéressant parce que j'étais à une conférence à Genève sur la confiance numérique et un des interlocuteurs avait dit que notamment les États qui travaillaient de plus en plus au niveau des contrats liés à la blockchain, ils préféraient travailler sur des blockchains privées pour avoir une certaine maîtrise dans le temps, surtout pour pouvoir garantir une pérennité à moyen, voire long terme de ce qui serait fait. Donc, je ne suis pas trop expert du sujet, mais voilà quelques éléments de réponse que Fabrice peut peut-être compléter. Il y a peut-être un élément qui m'a paru pendant la réponse de Xavier, c'est il y a la blockchain KSI sur laquelle s'appuie le service Certus, sécurisation des documents physiques ou immatériels. Et finalement, c'était aussi un pack. Hein, le service Certus s'appuie sur la blockchain KSI et on a dérivé pour nos besoins de sécurisation immatérielle sur cette blockchain KSI aussi assez naturellement. On a quand même aussi derrière, ben voilà, on parle de 2008, hein, le lancement de KSI. Le quadrant de Gartner était très intéressant. Ben, on voit que quelque part, on n'a pas pris de risques sur le choix de la technologie en opérant ce choix. Merci beaucoup. Alors, il y a une intervention par rapport au e-santé en disant que peut-être que la solution e-santé, on pourrait faire référence à l'Estonie également pour imaginer une suite. Voilà, en tout cas, tout le monde vous remercie pour la qualité de vos réponses, pour la qualité du projet. Messieurs, vous avez le Fans Club renforcé ce soir. Je sens que le Jura est en train de monter voilà, exactement, en train de monter dans les réflexions blockchain. Je dirais aujourd'hui, si avec l'expérience que vous avez, si c'était à refaire, à vous entendre, c'est oui à 100% et vous repartez dans le projet, quelles sont, au vu de l'exercice, je dirais les réflexions que vous feriez en conclusion?
Qu'est-ce qui, à vos yeux, mériterait encore d'être amélioré? Qu'est-ce qui, à vos yeux, fait la force de la démarche? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un point faible où vous dites, mais là, ce serait encore mieux s'il y avait encore ceci ou cela? On commence, Cédric, puis on te laisse donner ton point de vue, de la HEG. Je pense que pour nous, un des éléments qu'on avait clairement sous-estimé dans le projet, c'était tout cet aspect communication, contact avec la population. Si on relie finalement la description du projet qu'on a soumis à e-gouvernement suisse, je pense que ça n'y figure même pas en fait. Donc c'est vraiment finalement toute l'expérience du proof of concept qui nous a amené à cette partie-là. Donc, si on doit faire un petit peu un bilan du projet, toute cette partie communication, accompagnement et pouvoir pivoter pour réorienter ce qu'on veut faire, on l'avait clairement complètement sous-estimé. Et d'où l'intérêt de se faire accompagner. Dans la démarche par la HEG. Ça me fait penser à une chose qui était très intéressante puis qu'on n'a peut-être pas encore partagée, c'est que faire des ateliers avec les citoyens, avec un tiers comme une haute école, ça permet un positionnement différent. Nous, on n'était pas en train de défendre finalement si on avait mené tout seul ces ateliers avec les citoyens, je suis sûr qu'aussi bien Fabrice et moi, on aurait voulu un petit peu défendre ce qu'on avait fait, argumenter pourquoi c'est bien. Et puis le fait d'avoir un tiers comme une haute école qui a aussi énormément de crédit dans notre région, qui anime ces ateliers, où nous, on est présent pour répondre, pour rediriger peut-être certaines discussions, mais où on n'est pas au centre, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va à coup sûr refaire, de pouvoir s'appuyer sur une haute école quand on a des enjeux à adresser avec nos citoyens. Et puis, une des difficultés qu'on a maintenant, c'est qu'il faudrait qu'on puisse un peu dégager plus de temps pour identifier bien quels sont les futurs cas d'usage qu'on veut mettre, parce qu'il ne faut pas, on veut pas apposer ces codes Certus sur n'importe quel type de document. Donc là, on a des réels enjeux chez nous pour pouvoir, comme je l'avais mis dans l'image de la rivière qui continue de couler, elle doit continuer de couler, donc il faut qu'on puisse vraiment dégager des priorités pour poursuivre cette démarche. Merci. Fabrice? Je compléterai juste en disant que on a cité beaucoup d'avantages du petit canton et des ressources limitées d'une petite équipe. Et puis le dernier point de Xavier, là, on est plutôt sur la pérennisation, la généralisation à terme. Et puis là, chez nous, là, on pâtit peut-être un petit peu plus de cette petite structure et d'une forme un peu plus limitée de capacité qu'on retrouverait peut-être moins dans un canton de plus grande taille, tout simplement. Merci beaucoup. Cédric? Juste Cédric, avant Oui. Je me permets juste, Madame Jacquet, Oui, il y a encore une question, oui, effectivement. Je vous laisse y répondre. Oui, peut-être qu'on essaie juste. Donc, la question, c'est comment ça se passe de la saisie des données? On a fait une erreur. Parce qu'une fois qu'elle s'est enregistrée, on peut plus les modifier. Ouais. Alors, on a deux finalement, on joue à deux niveaux. Encore une fois, il y a le service Certus où là, on peut jouer sur le cycle de vie du document. On peut invalider un document. Donc là c'est vraiment une technologie qui est intéressante. Donc, elle est tous les processus de génération aussi de QR Certus il n'y a pas que l'empreinte du scellé numérique, mais il y a tout le processus de constitution du scellé et du QR code qui se retrouve sécurisé dans la blockchain. Et on peut aussi, via ce service Certus et indirectement la blockchain, gérer le cycle de vie du document. Donc, un document généré, sécurisé au travers de Certus, on peut l'invalider. Après, la blockchain, KSI, et bien là, tout ce qui est entré est immuablement ancré dans celle-ci et on va trouver une trace de l'erreur à coup sûr. Ok, merci beaucoup. Peut-être en complément, mais globalement, sur les technologies blockchain, il faut voir ça comme un grand livre comptable. Je ne sais pas ceux et celles parmi vous qui ont fait de la comptabilité, mais un passage d'écriture standard, eh bien, globalement, un passage d'écriture, on ne va pas maquiller un passage d'écriture, on ne va pas essayer de cacher une écriture comptable, on va l'extourner, simplement avec une écriture inverse. Donc, en fait, c'est un peu le fonctionnement des technologies blockchain. On va passer la transaction inverse, on va passer l'écriture inverse, si vous voulez bien,
pour aller noter de façon immuable eh bien, que l'on a remis une autre réalité dans la technologie blockchain. Voilà, ça c'est encore un peu simplifié par rapport à ce qui a été dit. Et puis par rapport à votre question des avantages, des inconvénients, de notre prise de recul, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la présentation. J'ai relevé 3 points clés. Ce cercle vertueux, on va dire, Xavier l'a rappelé. Peut-être dans les éléments que l'on aurait pu faire différemment, c'est peut-être En fait, on n'a pas eu beaucoup de chance au début du projet. C'est-à-dire, on se retrouve dans une crise sanitaire, on se retrouve dans un choix de technologie non sélectionné par la Confédération, on se retrouve dans une vague de cyberattaques, on se retrouve dans une discussion sur tout ce qui est green au niveau technologie blockchain. Et en fait, on a dû naviguer dans des zones relativement troubles. Mais c'est aussi ce qui fait peut-être la beauté du projet, c'est qu'on a réussi à naviguer de façon correcte. Donc voilà. Et puis pour finaliser, et puis pour faire voir à quel point ce projet commence à avoir, on va dire, il rayonne. Alors il a rayonné de Jura à Neuchâtel, il a rayonné entre toute la Suisse romande par rapport aux conférences qu'on a déjà données. J'ai reçu, je peux vous le prouver, je ne l'ai pas inscrit dans la blockchain, j'ai reçu un email à 17h20 d'un journal américain qui a sélectionné notre article scientifique qui parle de ce projet pour être dans une grande revue américaine, parce qu'au niveau international, on commence à parler de ce projet en disant que c'est vraiment une réussite. Donc voilà, j'en discuterai avec mes collègues et amis du Jura pour voir si on peut participer à ça et faire voir que le Jura compte, mais pas seulement en Suisse, mais au-delà. Bon, alors écoutez, nous on attend la photo. Le jour où vous êtes aux États-Unis pour aller présenter votre projet, s'il vous plaît, juste une petite photo, ça s'impose. On aura comme ça les derniers James Bond de la blockchain, puisque vous êtes les agents privilégiés du processus. On attend la photo. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions, ce qui n'est pas le cas. Moi, je tiens en tout cas à vous remercier pour votre présence et la qualité de vos présentations. Je pense qu'effectivement, ce qui a fait la force de votre projet, c'est non seulement que ça part d'une administration avec un soutien politique, et je pense que ça, c'est indispensable, avec en plus une haute école qui est ce qu'on appelle l'université des métiers. Et là aussi, on est en adéquation avec ce que veut la Confédération et tout le volet formation supérieure. Et je pense que le volet communication que vous évoquiez tout à l'heure, il faudra qu'on le transmette aux entreprises qui voudront, elles aussi, partir en blockchain pour pouvoir renforcer, je dirais, le regard de confiance que peuvent avoir soit leurs clients, soit leurs fournisseurs sur ce projet-là. Je pense d'ailleurs un gros travail à faire, mais écoutez, c'est l'étape suivante et on s'en réjouit. Mais voilà, j'aimerais vous remercier tous les trois. Est-ce que nous aurions oublié de vous donner la parole pour un accent ou un autre ? Ça ne semble pas être le cas. Je peux vous dire que si vous suivez les commentaires, tout le monde vous remercie énormément pour la qualité des interventions, la qualité des intervenants. Messieurs, vous avez là un fans club assidu de toute la Romandie, je peux vous dire. Il y a des questions, je ne vous dirai pas qui venaient de Genève. Donc, vous voyez, l'Arc lémanique et le Grand Genève s'interrogent sur ce que le Jura met en place et la Haute École Arc, voilà, oui, vive le Jura. Oui, bah alors là, là, vous savez, le fans club local, c'est bon. Toujours est-il, voilà, nous arrivons au terme de notre événement. Je remercie chacune et chacun de nous avoir suivis pendant cette heure et demie de conférence. Et puis, je remercie nos 3 conférenciers. Je leur souhaite un très bel été, de belles vacances et vive la blockchain et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs, mais toujours sur un thème portant sur la confiance numérique et la protection des données et puis surtout la place du citoyen dans tous les enjeux que nous mettons en place. Merci infiniment. À très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci au revoir. Merci beaucoup.